C'est bon, t'as fini de creuser ton trou? Ouais, on se sent quand même vachement mieux, hein. Ça protège super bien la terre. Et d'ailleurs, je vois que les copains là à côté, ils font pareil. Hé, attendez, je viens vous voir. Mais sors pas malheureux, imagine que l'ennemi tire maintenant. Ça aurait servi à quoi que tu creuses ton trou, hein? Ah oui, pas con. Mais comment je fais du coup? Ah bah je vois qu'une seule solution, que tu creuses toi jusqu'à son trou. Oh, la flemme. Aujourd'hui, il est temps de mettre un terme à la série de 8 vidéos sur l'année 1914 sur le front ouest. Ça aurait été physique, mais on voit le bout. Il nous reste à voir la mise en place des tranchées et du blocage tactique le plus connu de l'histoire militaire. Et pour l'illustrer, nous allons nous servir de la bataille de l'Aisne, engagée juste après la bataille de la Marne, ainsi que du reste de la campagne jusqu'à la fermeture du front dans les Flandres. On rentrera assez peu dans les détails des opérations cette fois. Du coup, la vision des mouvements sera globale. Nous nous étions quittés le 12 septembre à la fin de la bataille de la Marne. Pour rappel, les Allemands se sont repliés sur l'Aisne après avoir abandonné tout espoir de vaincre rapidement les Français. Et le choix de cet espace n'est pas un hasard. En effet, l'Aisne est une rivière assez grande et surtout sa rive nord est une crête de calcaire, une zone défensive toute désignée. Leur priorité est de temporiser, de recréer leurs lignes et de se réorganiser. Ça les dérange pas plus que ça de se mettre sur la défensive. La situation est vue comme temporaire, quelques semaines tout au plus. Aussi commencent-ils rapidement à fortifier leur position. Ils creusent des tranchées très sommaires, à peine de quoi se couvrir et tirer. Car en face, la poursuite est déterminée. Français comme Britanniques espèrent exploiter la brèche de la bataille de la Marne. Ainsi, dès le 12, la BEF et la gauche de la 5e armée traversent l'Aisne. Mais le temps est devenu pluvieux. Sans reconnaissance, ils ne savent pas que les Allemands les attendent sur la défensive avec une artillerie lourde en place. Les combats sont difficiles et ni la BEF ni la 5e armée ne parviennent à exploiter la brèche qui se referme par l'arrivée de renforts. Le 15 septembre, les forces de l'entente acceptent qu'il n'est pas possible de forcer le passage et décident de fortifier également leur position. Les tranchées sont creusées des deux côtés. Il faut voir ici que l'intention des deux camps n'est pas la même. Les Allemands la jouent défensive, ils cherchent assez peu à reprendre du terrain. Du coup, ils peuvent se permettre de consolider leur position en élargissant et en approfondissant leurs tranchées. Au contraire, il faut aux Français et aux Britanniques une bonne dizaine de jours pour que ces derniers acceptent de faire plus que simplement de quoi protéger les soldats avant un assaut. Les tranchées s'améliorent donc par étapes, tout comme les conditions de construction. Les outils nécessaires pour creuser ou pour bêcher arrivent petit à petit de l'arrière. Il y avait des dotations au départ, mais elles ne sont pas suffisantes. L'adaptation à ces tranchées se fait donc petit à petit tout en menant un certain nombre d'assauts locaux. Si au début ces renforcements sont individuels ou à l'échelle du régiment, il devient clair assez rapidement qu'il faut les relier en réseau. Ainsi, des trous de combat individuels, on passe à des lignes pour gérer la communication et espacer les troupes. C'est comme ça qu'apparaît la continuité des tranchées. Le 25 septembre, il est devenu clair des deux côtés qu'il est impossible de passer une telle ligne de défense. Les mitrailleuses ont trouvé leur position défensive, l'artillerie est inatteignable, les soldats sont cachés dans un réseau de tranchées qui deviennent assez profondes. Tous les rapports de l'époque le soulignent, c'est une impasse. Mais cela ne signifie pas que tout espoir est perdu. Des deux côtés, on commence déjà à réfléchir à une solution. Si on ne peut pas passer de front, il est assez évident que la seule solution possible, c'est le contournement de l'adversaire. S'engage alors une course au débordement, surnommée la course à la mer. Mais je dois vous le dire ici, c'est le pire nom qu'on pouvait trouver à cet épisode. Disons que c'est malheureux. L'idée de course à la mer sous-entend que les deux camps ont fait de la mer leur objectif stratégique. Or, la mer, c'est surtout ce qui va stopper une suite de mouvements stratégiques qui auraient continué allègrement s'il n'y avait pas eu une telle barrière. Tenez, mes deux mains essaient de se déborder mutuellement. À la fin, elles arrivent à la table, mais la table n'était pas l'objectif. Le 15 septembre déjà, la 6e armée a tenté de déborder par la droite la 1re armée allemande, ce qui est stoppé par le 9e corps de réserve arrivé en renfort d'Anvers. Ensuite, plusieurs tentatives de débordement rendues possibles par le déplacement de troupes provenant des espaces déjà fortifiés par des tranchées.
La deuxième armée, transférée depuis Nancy jusqu'à Amiens, tente un débordement le 22 septembre, à quoi répondent 5 corps d'armée allemands ramenés de Reims ou d'Alsace-Lorraine. Les Français manquent alors de se faire déborder, mais la 10e armée, nouvellement créée, vient en renfort et tente à son tour de passer. En difficulté à Arras, elle doit abandonner Lens et réagir en tournant la ligne à Labasset le 8 octobre. Bon, vous voyez, du coup, c'est pas vraiment la mer qui vise. Le 10 octobre, le siège d'Anvers, qui avait jusque-là bloqué jusqu'à 2 voire 3 corps d'armée allemands, se termine et les restes de l'armée belge se replient au sud. On notera tout de même que ce siège, ainsi que d'autres, aura pesé dans la bataille de la Marne, dans la course au débordement, en amputant temporairement les Allemands d'une partie de leurs forces. Mais désormais, toutes ces forces allemandes sont libres. Ainsi, alors que la BEF, qui a demandé à redevenir l'aile gauche des forces de l'entente, se charge de terminer de fermer les espaces entre l'armée française et la mer, les Belges se replient et prennent leur place dans le dispositif de Nieuport à Ypres, ville qui marque le début de la zone britannique jusqu'à Béthune. Les Allemands leur font face, mais préparent une nouvelle attaque de grande ampleur. Grâce aux forces enfin libérées des sièges en Belgique, les Allemands, qui ont changé de général en chef en la personne de Falkenhayn, ont décidé de rechercher une nouvelle bataille décisive. La course au débordement a échoué, mais la Flandre apparaît comme une zone faible et difficilement défendable. En effet, dans la région, les nappes phréatiques sont très proches de la surface, à peine 2 ou 3 mètres de profondeur, et les Britanniques sont dans cette zone où les tranchées sont très difficiles à approfondir et à solidifier. Avec un regain de force libérée, face à une région difficile à défendre, et en plein dans un espace de jonction entre les différentes forces de l'entente, les Allemands engagent la dernière grande bataille de l'année 1914 sur le front ouest, la bataille d'Ypres du 15 octobre au 11 novembre. Je vais vous la résumer ici très grossièrement, on y reviendra peut-être un jour. Tout en mettant une pression partout, les Allemands concentrent l'essentiel de leur effort d'abord au nord, tant et si bien que la BEF, aux effectifs toujours limités, doit y être remplacée par des forces françaises le 25 octobre. L'effort est ensuite porté au sud. Si la ligne tient bon, elle ploie jusqu'à faire d'Ypres un véritable saillant qui voit une portion de plus en plus importante être défendue par des renforts français. Mais la ligne tient bon et l'effort allemand s'essouffle. Les deux camps renforcent enfin véritablement leur position. C'est de nouveau une impasse. C'est une bataille très coûteuse en hommes. Un tiers de la BEF est hors combat et Français et Belges ont également souffert. Les pertes sont équivalentes des deux côtés, entre 100 et 150 000. Ce qui est peu ou prou ce qui clôt les campagnes de 1914 sur le front ouest, ainsi que les espoirs de voir la guerre se terminer rapidement. Bon, j'ai un peu sprinté cette course au débordement, mais en même temps il nous reste énormément de choses à se dire pour faire le point sur cette année 1914 et sur la réalité de la place des tranchées dans l'histoire. En fait, cette phase de la guerre qui suit la bataille de la Marne est ambivalente. On parle de guerre semi-mobile ou au contraire semi-statique. Dépend de comment vous voyez le verre à moitié rempli, hein. On préférera tout de même semi-mobile car, du point de vue des belligérants, c'est encore la rapidité et la manœuvre qui priment. De la mi-septembre à la mi-novembre, on a acquis que face à une position défensive renforcée, on ne pouvait plus passer. On accepte même qu'y porter ses efforts n'inflige que des pertes minimes à l'adversaire. Ce qui explique qu'on continue à manœuvrer dans les espaces où il est encore possible de le faire. Et durant cette période, cet espace se restreint petit à petit jusqu'à se fermer sur la mer du Nord. Conséquence notable quant au rapport des armées vis-à-vis des tranchées, ces dernières sont vues comme temporaires, un moyen de libérer des forces, puisqu'il faut moins de monde pour tenir une ligne renforcée par des mitrailleuses et des tranchées, pour pouvoir continuer à manœuvrer autre part sans avoir l'angoisse de voir sa propre ligne mener à la rupture. Là où l'impasse est proprement entretenue, c'est une impasse. Du coup, on peut s'en satisfaire en partant du principe que la solution viendra d'ailleurs. Ce qui explique le relatif désintérêt des belligérants quant à leur bonne construction, mais aussi que leur première phase d'adaptation est plus le fruit d'improvisation du terrain. D'autant plus que dans les deux camps, les ressources commencent à manquer. Si on peut s'organiser pour faire tourner les hommes, gérer leur fatigue et s'appuyer sur les réserves, c'est pas exactement le même problème quand il s'agit de fournir les canons. S'il a fallu un certain temps, notamment aux Français, pour employer à forte cadence l'artillerie, le fait est qu'après la bataille de la Marne, les réserves d'obus sont basses. Du coup, après avoir goûté à la puissance du feu de saturation mené en continu, il faut faire avec le minimum pour bien gérer de manière raisonnée les ressources. Si au début de la guerre, les canons pouvaient être réduits aux séances par une défaillance du ravitaillement au cours de la bataille,
Ici, on fait face à une crise industrielle de production. Ce qui empêche, in fine, de maintenir une pression sur toute la ligne, qui va désormais de la frontière suisse à la mer du Nord. Et de toute manière, le matériel n'est absolument pas conçu pour mener une guerre de tranchées. Bon, en même temps, vous allez me dire que la tranchée est là pour atténuer, voire annuler la puissance de feu de l'artillerie, mais vous allez voir, c'est plus fin que ça. Le principe d'une tranchée, c'est de protéger le corps du soldat en creusant un trou dans lequel il peut s'abriter. On peut se servir de la terre dégagée pour créer un remblaiement devant, mais toujours est-il qu'à la fin, le soldat n'est plus touchable que par dessus. Or, les canons français ont surtout une capacité de tir tendue. Autrement dit, ils n'ont que bien peu de chances de toucher les soldats retranchés. Constat qui empire quand on sait que leurs obus sont des obus shrapnel et non hautement explosifs. L'avantage revient donc aux obusiers et aux mortiers, aux trajectoires courbes, capables de frapper dans la tranchée. Les Allemands ont donc un matériel plus adapté à cette nouvelle donne que sont les tranchées, d'autant plus qu'ils sont également dotés de Minenwerfer, des mortiers légers de tranchée tirant à moins de 300 mètres en cloche. On comprend donc qu'il faut adapter le matériel aux tranchées. C'est d'autant plus vrai pour l'infanterie qui, certes, est dotée de mitrailleuses et de fusils, ce qui est très utile dans une situation défensive, mais qui ont une efficacité très limitée dans le cadre d'une attaque. C'est ainsi que, en plus de l'évolution de l'artillerie vers des obusiers et du hautement explosif, les tranchées appellent à l'emploi d'une vieille arme, la grenade. Mais tout ça, ça viendra plus tard. Certes, les Allemands ont un peu plus de ce matériel, ainsi que de quoi creuser plus efficacement, parce qu'ils avaient intégré que cette guerre de tranchées était une possibilité. Alors, je vous arrête tout de suite, ils ne s'attendaient pas du tout à un réseau de tranchées de plusieurs centaines de kilomètres de long. Non, c'est leur position géostratégique qui leur a fait prendre cette précaution. Comme l'Allemagne s'attendait à une guerre sur deux fronts, au moins le temps de vaincre la France, elle avait prévu effectivement la possibilité de prendre une position défensive de retardement. Bon, c'était prévu essentiellement pour le front Est, et c'était quand même vu comme une solution qui ne devait être que temporaire. Mais à la fin, du coup, ils ont un petit peu d'avance sur la question des tranchées. En face, ni la France ni la Grande-Bretagne n'avaient prévu de temporiser à un moment. Du coup, ils sont bien obligés d'improviser maintenant qu'ils sont face à cette situation, notamment pour ce qui est des mortiers de tranchées, avec par exemple le lance-mine Gattard. Sans parler de devoir changer le système de production lui-même pour pouvoir se réorienter vers des obus hautement explosifs. Ceci étant dit, ces adaptations ne sont nécessaires que dans une optique offensive ou dans une recherche de capacité de réaction à l'artillerie adverse. En défense, les canons sont tout à fait opérationnels du moment qu'ils ont échappé aux tirs de contre-batterie ennemie. Notez d'ailleurs que les Allemands commencent à tenter des attaques de nuit justement parce que l'artillerie française est devenue efficace. Je pourrais vous faire une liste des petites innovations par-ci par-là pour augmenter la protection des fantassins, maximiser l'efficacité de l'artillerie ou que sais-je. Comme par exemple l'idée que l'aviation se met à balancer des petites loupiottes sur les troupes qu'elle repère, juste pour donner leur position à l'artillerie qui peut ainsi régler son tir. Bon après, c'est pas parce que la situation est improvisée qu'elle ne part de rien ou qu'elle ne s'appuie sur aucune théorie. Il faut au contraire faire très attention. La tranchée n'est pas du tout une découverte tactique de 1914. Le concept de retranchement existe depuis l'Antiquité. On pourrait aussi parler de Vauban à la fin du XVIIe siècle et de ses tranchées successives pour se rapprocher des fortifications qui l'assiègent avant de donner l'assaut. Durant la guerre de succession d'Espagne, on peut même parler de la ligne Né plus ultra de 320 km de long pour empêcher les adversaires de la France de passer. Bon, bien évidemment, c'est difficilement comparable. Quoique ce sont à peu près les mêmes objectifs. Protéger le corps du soldat ou encore augmenter sa capacité d'assaut en lui créant des zones de projection et de concentration, c'est certain. Mais bon, pour ce qui est de diminuer la désertion... Oui bon, j'avoue que c'est plus vraiment le problème en 1914, mais j'ai pas résisté à vous montrer tout ça. Mais cela n'empêche que la tranchée a une histoire continue depuis. On retrouve un ensemble de retranchements temporaires dans les guerres de la Révolution. On les a aussi vus en Crimée, durant le siège de Sébastopol, ou pendant la guerre de sécession. Et finalement, une version moderne des tranchées a bien été observée. Durant la guerre russo-japonaise en 1905, où les Français avaient des observateurs, les tranchées ont été employées, et pas qu'une fois. Certes, les Japonais en ont fait un moyen de se rapprocher avant de lancer l'assaut, mais on a tout de même des structures très réfléchies comme ce système de défense russe autour d'une mitrailleuse avec des barbelés. Barbelés qui réapparaîtront très rapidement en 1914, dès les premiers jours des retranchements sur l'Aisne. Dans une forme primitive, mais l'esprit est là. Ensuite,
Les guerres balkaniques ont également eu leur lot de tranchées et de fortifications de campagne. On observe même une utilisation plus fréquente des obus hautement explosifs par rapport aux obus shrapnel à la fin de ces guerres, mais ça n'a pas été observé parce que le conflit n'a pas assez duré. Tout ça pour qu'à la fin, il existe effectivement une théorisation des tranchées, de comment les créer, les agencer, les employer dans chaque armée avant la guerre. On peut ainsi citer l'instruction pratique sur les travaux de campagne à l'usage de l'infanterie de 1906, probablement mis à jour en 1911, mais j'ai trouvé que celui de 1906, alors désolé. Je vous laisse observer les croquis, tout y est déjà plus ou moins, pour ce qui est de la création d'une position de protection et de tir. On a même une méthode de mise en place de la tranchée en utilisant le sac comme parade le temps de s'installer. Alors bien évidemment c'est très limité, on est loin des réseaux. Je vous invite à regarder l'instruction sur les travaux de campagne à l'usage de toute arme en 1915, vous allez voir ça n'a pas la même gueule. Tout ça pour dire que la tranchée n'est pas vraiment une surprise en elle-même. L'objet est considéré comme maîtrisé à l'époque. Ce qui surprend c'est sa généralisation et son efficacité face à la puissance de feu qui a tant secoué les armées depuis début août. Tant et si bien que seul le feu défensif conserve son efficacité une fois les tranchées généralisées, et encore seulement pour stopper les assauts. Si elle est d'abord vue comme temporaire, un excellent moyen de bloquer une zone de combat. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de commencer sur l'Aisne, mais plutôt du côté de Nancy et de la Meurthe. Même si elles sont toutes petites, c'est le premier blocage. La tranchée est généralisée à tel point qu'elle devient la norme. Et partout, c'est le même mot. L'impasse. Ceci étant, il faut remarquer que, de prime abord n'étant pas pensées pour durer, les premières tranchées sont limitées, voire même candides à plusieurs égards. Des tranchées trop droites, nettes, propres ont été observées. Elles sont aussi mal dissimulées. Et je ne vous parle même pas de l'évacuation de l'eau qui est complètement passée à la trappe, ce qui fait qu'on a une généralisation du pied de tranchée, sorte de pourrissement du pied. Et pour vous donner une idée, ça touche quand même 20 000 Britanniques sur l'hiver 1914-1915. L'impasse s'imposant comme durable, il a donc fallu augmenter la fonctionnalité et la salubrité des tranchées. C'est ainsi qu'on passe vraiment de la guerre de mouvement et de manœuvre à la guerre de position statique dont nous connaissons si bien l'image. En passant par cette phase semi-mobile que nous venons de décrire. Mais il faut bien faire attention, cette phase statique est tout sauf inactive. Bon, en vrai, les lignes vont pas beaucoup bouger de fin 1914 à début 1918. Mais à force, chacun est bien obligé d'accepter que le blocage va durer. Et que donc il est plus intéressant de mettre son énergie dans un développement plus cohérent de son réseau de défense que dans des attaques visiblement infructueuses. C'est ainsi qu'en partant de tranchées finalement assez similaires à celles de Mandchourie en 1905, on évolue petit à petit vers celles que nous, en termes d'image, nous connaissons mieux. Bref, la tranchée est un objet en évolution constante avec son lot d'innovations. Et ce temps défensif va être l'objet d'une quantité d'expérimentations, d'essais, de tests, de théorisation pour déplacer ce blocage défensif. Bref, on aurait encore beaucoup de choses à se dire. On pourrait faire une chaîne entière sur la Première Guerre mondiale. Tiens, d'ailleurs, elle existe, mais en anglais. Pour terminer avec les conséquences de ces premiers mois de conflit, on peut discuter de la situation générale dans laquelle se retrouve chacun des combattants. Du point de vue du front de l'Ouest, l'avantage est à l'Allemagne. En effet, cette dernière, une fois qu'elle a accepté qu'elle ne pourrait régler cette guerre rapidement, se satisfait très bien d'une posture défensive. Parce que la campagne leur a permis que la guerre ne soit pas faite sur leur sol. La quasi-totalité des tranchées sont en France ou en Belgique. Alors certes, la bataille de la Marne, suivie de la course au débordement, fait que la portion de territoire français occupé passe de 7% à 4,5%, mais ce n'est plus vraiment un enjeu du point de vue allemand. Ils en ont à peu près rien à carrer, à quelques kilomètres carrés près. Ça leur permet surtout de décider où tracer la ligne de tranchée. À plusieurs endroits, ils se permettent de reculer pour se positionner sur des hauteurs ou derrière des rivières, etc. Bref, tout ce qui peut leur donner un avantage défensif. Ils peuvent également organiser leur réseau de défense en profondeur. Puisqu'ils sont coincés, autant se donner tous les avantages possibles. L'invasion reprendra quand ils seront prêts. Ça leur permet aussi de libérer un peu de leur force, car le véritable problème des Allemands, c'est que maintenant, vaincre les Français rapidement, c'est mort. C'est surtout d'un point de vue global que l'Allemagne est désavantagée. La guerre sur deux fronts est désormais inévitable. Il faut donc qu'ils rééquilibrent leur déploiement pour faire un peu plus que défendre face aux Russes. Côté franco-britannique, la situation n'est pas à la joie. Et je vous parle même pas des Belges. Les Français sont d'abord obnubilés par l'idée de reprendre tout le terrain possible. Ils vivent assez mal le fait d'avoir une partie du territoire occupé. Ils suivent donc le recul allemand, quitte à avoir une position tactique désavantageuse.
D'ailleurs, ce sont certainement les Français qui cherchent le moins à améliorer les tranchées. Ils ne veulent pas accepter la situation comme une fatalité. Ce qui explique d'ailleurs en partie leur plus grande agressivité en 1915. Les tranchées sont vues seulement comme un moyen de donner du temps à l'industrie de produire les munitions nécessaires à la reprise des combats. Mais la plus grosse conséquence pour la France, c'est que le pays est désormais privé de son cœur industriel. Déjà que la production n'arrivait pas à suivre, il faut en plus recréer un tissu d'usines et d'armement pour monter en puissance. Du côté des Britanniques, la situation n'est pas beaucoup plus brillante. Certes, ils n'ont pas de territoire occupé, mais du point de vue de leur armée, ils doivent quasiment repartir de zéro. Leur industrie de l'armement était proportionnelle à la taille de leur armée, donc de quoi fournir une centaine de milliers d'hommes. Or, il devient assez vite évident que l'armée doit monter en puissance. La BEF comme force expéditionnaire ne convient clairement pas. Ce n'est donc pas seulement la production, mais également la taille des armées qui doit franchement augmenter, ce qui se met doucement en place avec la Kitchener's Army et les bataillons volontaires, etc. Et quand je vous dis qu'ils doivent repartir de zéro, je n'exagère qu'à peine. La BEF a subi dans les 90 000 pertes durant l'année 1914, c'est quasiment autant que ce qu'elle a engagé au début du conflit. Bon, elle disparaît pas vraiment parce qu'elle reçoit régulièrement de nouvelles troupes, mais voilà. Tenez, justement, les pertes. Comme je vous l'ai dit au début de la série, ces dernières sont très difficiles à évaluer. Du fait assez évident du chaos des premières semaines du conflit. Mais d'un point de vue global, en s'intéressant aux annonces de décès, aux rapports des hôpitaux et services de santé, ou même au deuil déclaré, les estimations se sont affinées du côté des Français. Bon, du côté allemand, on est un peu plus dans la panade, leurs archives ayant été partiellement détruites durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui rend un peu plus difficile les réestimations. Dans l'ensemble, les historiens sont d'accord sur 2 points. Le premier, c'est que les pertes du côté français et du côté allemand sur le front ouest sont équivalentes sur l'année 1914. Donc stop avec le pantalon rouge, merci. Le second, c'est que les mois d'août et de septembre 14 sont clairement les plus meurtriers de toute la guerre. Les estimations varient, mais on est entre 250 et 330 000 pertes, dont 150 à 230 000 morts dans chaque camp. Côté français, ça représente 15% des pertes de toute la guerre sur même pas 4% de la durée du conflit. Voilà. Alors que cette période n'est pas du tout le moment où les moyens industriels sont les plus importants, et de très loin. On voit donc très bien se dessiner l'efficacité des tranchées dans la protection des soldats. Je peux vous montrer un tableau de pertes qui, s'il est un peu vieux, donne une excellente idée des ordres de grandeur. Si on met par paire de mois les pertes françaises, on obtient ce graphique. L'importance des 2 premiers mois saute aux yeux. La paire suivante est plus haute que la moyenne du fait de la phase semi-mobile. Les autres pics correspondent à de grandes offensives. Artois-Champagne en 1915, début de Verdun en 1916, on perçoit à peine le début du chemin des dames. Et évidemment, la reprise de la mobilité en 1918, mais qui reste incomparable à 1914. Je me permets d'insister ici car, paradoxalement, l'année 1914 est très peu présente dans l'imaginaire collectif. Cela se comprend, hein, elle est effacée par la suite. L'expérience des tranchées, l'absurdité d'une guerre statique, les moyens industriels utilisés, les implications pour la société. Il est clair que ce sont les années 1915-1918 qui ont le plus marqué la société française. Mais de fait, si on retient la douleur lancinante et continue de la guerre de tranchées, on oublie assez souvent le choc extrêmement violent et court qu'ont vécu les armées en 1914. Pour vous donner les chiffres d'une manière un peu plus interprétable, en France, en excluant août et septembre 1914, le nombre de morts moyen par jour est de 732, ce qui est déjà énorme. Mais en comparaison, en août et en septembre, c'est près de 3300 morts par jour. Voilà. Ce qui a certainement joué un rôle dans le jusqu'au-boutisme qui a suivi. Après un tel sacrifice dans un temps si court, il est un peu difficile d'accepter un simple compromis. Et ce rejet de la compromission ne va que se renforcer au fur et à mesure que la guerre aura réclamé plus de sacrifices encore. Mais qui cette fois toucheront toute la société. Réorganisation industrielle, culturelle, sociale, difficulté de se nourrir, coercition pour maintenir l'unité nationale face à un front intérieur, j'en passe. Si cette obligation à tenir le rang et à gérer la guerre s'impose d'abord aux militaires pour survivre au choc dans les premiers mois, avec son lot de crimes contre les civils dans les espaces occupés, tant par les Français que par les Allemands, mais ça c'est un sujet à part entière. L'échec de la guerre courte va devoir mener à la recherche de solutions quant à la gouvernance de la guerre qui vont complètement réorganiser les rapports sociaux ou de pouvoir. Qui mène à la création d'une véritable économie de guerre puisqu'une bonne partie des ressources ne sont plus gérées par les intérêts privés mais par l'État.
Certains allant jusqu'à parler de socialisme de guerre puisque les réseaux de solidarité sont de plus en plus pris en charge par ce dit État afin de maintenir un réseau social fonctionnel malgré les privations de nombreuses ressources. Enfin, ça c'est un autre sujet. Passionnant certes, mais il faut bien que je me limite dans le propos, donc on y reviendra peut-être un jour. Alors quel bilan tirer de toute cette série ? Vu la densité de ce qui s'est passé dans cette période, ça va pas être facile, mais on va s'y essayer. Premièrement, on peut remarquer qu'aucun belligérant n'était prêt face à une guerre qui allait employer autant de moyens humains et matériels. Plusieurs millions d'hommes et plusieurs milliers de canons, chacun ayant une portée de plusieurs kilomètres et une puissance de destruction décuplée, le tout concentré dans un espace restreint, crée des contraintes nouvelles. Dans un premier temps, rien de ce qui était prévu ne fonctionne véritablement. Ni les troupes ni les officiers ne parviennent à appliquer les doctrines d'emploi combiné de l'artillerie et de l'infanterie. Et la logistique, une fois éloignée des chemins de fer, n'arrive pas du tout à suivre. L'offensive est intenable. Les Allemands sont avantagés par deux facteurs. Leur doctrine d'artillerie est un peu plus adaptée et leur surnombre sur leur aile droite leur permet d'avoir une véritable initiative à la manœuvre. Mais cet avantage est limité. Ils subissent autant de pertes, se fatiguent énormément et peinent de plus en plus logistiquement. Les batailles de rencontre ainsi que l'échec de la reconnaissance par la cavalerie mènent à de nombreuses situations inattendues et font que les deux camps ratent plusieurs occasions stratégiques réelles. Mais ce choc est surmonté. Les armées, notamment celles françaises, évoluent rapidement. Il ne faut donc pas réduire le mois d'août à une phase de chaos global mieux maîtrisée par les Allemands. C'est une période de transformation très rapide, mais dont les origines sont à chercher dans les théories d'avant-guerre, ainsi que dans la capacité d'adaptation à chacun des échelons. État-major, corps des officiers, artillerie et infanterie se transforment au contact de cette guerre dès fin août. Mais l'aspect industriel des combats, avec l'importance des moyens et la quantité de munitions consommées, n'est absolument pas suivable, tant par les hommes qui sont soumis à une fatigue intense après des semaines de combats et de mouvements, que par l'industrie complètement sous-dimensionnée. Les échecs des plans 17 et Schlieffen mènent à un blocage et à la mise en place des tranchées qui tablent sur la supériorité donnée par le feu de la défensive sur l'offensive. Les Français le font à Nancy ou sur la Meurthe, les Allemands sur l'Aisne. Ces tranchées se généralisent, sont améliorées, et après une phase où chacun des deux camps essaie de débloquer la situation en tentant des débordements dans les zones non fortifiées, elles finissent par créer une véritable ligne continue, une matérialisation du concept de front. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si tout cela est inattendu, aucun des camps ne se satisfait à subir cette situation. Au contraire, les mois d'août et de septembre 1914 sont une période de très forte adaptation, tant pour le commandement que pour les soldats, qui cherchent des solutions autant instinctives que dans les théories d'avant-guerre. C'est d'abord un choc militaire, vécu par des soldats de conscription, qui trouvera ensuite un écho dans la société civile, par l'importance des pertes, par le retour d'expérience des soldats traumatisés, mais aussi par la nécessité des pays de s'adapter à une guerre qui s'annonce beaucoup plus longue que prévu. Il ne faut donc pas sous-estimer l'impact de ces 2 premiers mois de guerre. S'ils n'ont été décisifs que par l'absence de décision, ils ont tout de même laissé une empreinte profonde et sont la première expérience de la guerre moderne. C'est ainsi que nous pouvons clore cette série. En ce qui regarde tout ce qui nous reste à voir sur la Première Guerre mondiale, autant vous dire que le sujet est vaste. Du point de vue militaire, les innovations ainsi que les conceptualisations de bien des principes encore appliqués aujourd'hui sont nombreuses. Et il faut insister sur le fait que le front ouest est loin d'être le seul. Front de l'Est, front italien, serbe, turc, moyen-oriental, africain, c'est mondial quoi. Mais ce conflit engage également les sociétés civiles dans le processus, ce qui mène à des évolutions politiques, culturelles, sociales ou même scientifiques. Si on ne parle plus de guerre totale mais de guerre en voie de totalisation, reste que cette dernière devient quand même un élément du quotidien, ce qui forge autant de sujets à traiter pour nous. Je ne pense pas faire de nouvelles séries aussi longues sur cette guerre, mais je considère désormais que nous pouvons aborder cette dernière sur des vidéos par-ci par-là pour aborder des concepts de plus en plus modernes. Nous y reviendrons donc de temps en temps, ne serait-ce que pour affiner notre compréhension des armées dont elle accouche. Compréhension qui me semble nécessaire avant de passer au second conflit mondial. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette série, j'espère que le tout vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.